Bien, bonjour à tous. Nous continuons cette journée des éco-technologies d'Alsace. Pour les internautes qui nous suivent sur Cleantech République, nous sommes à Strasbourg, dans l'hémicycle de la Maison de la Région Alsace. Et nous allons maintenant nous intéresser à la mobilité et nous poser une question simple, mais dont les réponses le sont peut-être moins. Peut-on aller vers un recyclage intégral des véhicules automobiles en fin de vie? Avec nous trois experts, Hélène Pansard, bonjour madame. Vous êtes European Project Manager au pôle Véhicules du Futur, qui est un pôle commun avec la Franche-Comté. Monsieur Rougnon-Glasson, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le directeur général du CERTIM CERMAT, qui est un laboratoire d'essai, d'analyse et aussi un organisme de formation. Formation avec également de la recherche et développement sur le recyclage. Très bien. Et Alain Delanne. Bonjour monsieur, vous êtes responsable du site de broyage de Métallifère, qui est ce qu'on appelait anciennement Affaires Ailleurs, mais qui est maintenant une très grande entreprise, tout à fait, un des deux leaders français. Voilà. Alors, avant d'aller au recyclage intégral, peut-être on peut faire un petit point sur le recyclage actuel avec vous, madame Pansard. Aujourd'hui, où en est-on à la fois de ce qu'on sait faire et de la réglementation? Alors, aujourd'hui, la réglementation en vigueur, qui date de 2006, exige, qui est une réglementation européenne, c'est une directive européenne, elle exige que 85% du poids des VHU soit revalorisé. Alors, VHU, les véhicules hors d'usage. Merci. Donc ça constitue à la fois les véhicules qui sont déclarés épaves suite à des accidents, mais aussi tous les véhicules qui sont simplement en fin de vie et dont les propriétaires décident de se débarrasser, mais qui ne sont plus revendables en tant que véhicules roulants. Donc de ces VHU, le poids doit être... la proportion du poids de ces VHU devant être revalorisée est de 85%. Dans ces 85%, au moins 80% aujourd'hui doit être revalorisé par le biais du recyclage ou du réemploi. Donc pièces démontées sur anciens véhicules qui sont donc réutilisées en maintenance sur des véhicules roulants. Et les 5% qui restent? Et les 5% qui restent, et les 5% n'étant pas limitatifs, bien sûr, c'est principalement composé de revalorisation énergétique, c'est-à-dire tous les matériaux que l'on va brûler dans le but de récupérer cette énergie, notamment dans les cimenteries qui sont demandeuses. Aujourd'hui, on répond en France, en tout cas, à cette réglementation, on est dans les clous? On est tout juste dans les clous maintenant, alors que la réglementation est en train d'évoluer. Et qu'à l'horizon 2015, on doit passer à un chiffre de revalorisation de 95%. Et comme tous les pourcentages, quand on essaie de gratter des pourcents, les derniers sont les plus difficiles. Donc aujourd'hui, je mène un projet qui s'appelle S-Life, qui tend à chercher les solutions qui vont pouvoir nous amener vers la validation de ces... Alors c'est 95%, j'imagine, dont aussi une partie en énergie, quelle part? Une fois encore, on nous demande d'atteindre un certain niveau de recyclage, réutilisation, mais cette fois, il se pose à 85%. Et les 10% restants, encore une fois, qui ne sont pas restrictifs, doivent être revalorisés. D'accord. Et on est à quel horizon, appelez-nous? À l'horizon 2015. 2015. Donc ça sera vraiment notre fil rouge. Donc voilà, c'est dans 2 ans. Juste un dernier petit point sur la place de la France en Europe. Est-ce qu'on est bon, très bon, moyen? On est plutôt, je dirais pas qu'on est à la traîne, mais on est vraiment juste à la limite, quoi. On est loin d'être dans les meilleurs. D'accord. Non, on est loin d'être dans les meilleurs. Et les stars? Les stars, c'est plutôt les pays nordiques. D'accord. Qui sont quasiment quoi, prêts à la nouvelle... Ou l'Allemagne. L'Allemagne aussi. Par exemple. Alors après, il faut savoir que tout n'est pas mesuré de la même manière partout. Malgré le fait que la directive soit européenne, elle a quand même été traduite par tous les États membres. Et pour le coup, les États n'ont pas toujours traduit de façon en très bons écoliers. C'est-à-dire que la France a traduit de façon très, très stricte qu'est-ce qui était la revalorisation, qu'est-ce qui pouvait être comptabilisé en recyclage. Il faut savoir que l'Allemagne, en très très bon élève, a des anciennes mines de potasse, de sel, qui doivent être comblées maintenant pour des problèmes écologiques d'affaissement, etc. Et ils ont considéré qu'enfouir des déchets dans ces mines de potasse et de sel pour combler ces mines
constituait une forme de recyclage. Donc, ils ont des très bons chiffres, mais ce qui se cache derrière les chiffres n'est pas toujours très clair dans tous les États membres. Donc difficile de comparer en fait. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est difficile de savoir qui sont les vrais bons élèves, comme vous le disiez. Voilà. Vous vouliez réagir, monsieur Delanne? Non. Non, ben c'est Non, ça. je C'est ça. Moi, excusez-moi, donc il faut bien distinguer valorisation et recyclage. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent... Enfin là, vous avez donné un exemple de quelque chose qu'on n'aurait même pas appelé de la revalorisation en France. Ça aurait été la catégorie en dessous, c'est l'enfouissement, et qui en fait apparaît même comme du recyclage. Donc il faut faire attention. Et donc les pays du Nord, c'est vraiment des meilleurs chiffres, mais c'est quand même beaucoup de valorisation énergétique, ce qui revient à brûler plusieurs années après ou plusieurs mois après le pétrole qui a été extrait au départ pour faire le plastique en particulier. C'est vrai. Alors, peut-être on va voir avec monsieur Delanne comment ça se passe, quelles sont les différentes étapes quand une voiture arrive en fin de vie, qu'est-ce qui lui arrive, qu'on comprenne un peu de quoi il s'agit, puis on essaiera de voir étape par étape quels sont les gisements, quels sont les matériaux qu'on arrive à récupérer. Alors, ma voiture est cassée, je la porte chez vous ou dans une de vos filiales peut-être, et En général chez un casseur. chez un casseur, et qu'est-ce qui lui arrive? Et donc ce casseur doit la dépolluer. Donc du moment qu'il est agréé, et il doit l'être pour acheter des véhicules hors d'usage, il doit donc la dépolluer, enlever tous les fluides, enlever les roues et enlever les filtres à huile. Et ensuite, à ce moment-là, il peut la revendre. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que là, ma voiture a encore de la valeur alors qu'elle va à la casse. C'est ça. Vous l'achetez? Nous, on l'achète, oui. C'est de quel ordre? On achète aujourd'hui au casseur. Donc les prix varient en fonction du prix de vente de la ferraille. Donc ça varie tous les mois. Donc aujourd'hui, ça va être acheté entre... On parle de prix à la tonne. On va parler de 110 à 130 euros la tonne. D'accord. Voilà, donc une voiture, elle pèse 700 kg. Donc vous faites le calcul, ça va être entre 80 euros et 100 euros. Donc première étape, dépollution, on enlève tout ce qui est facile à enlever finalement. Bah, c'est la réglementation, donc il faut enlever tout ce qui est, on va dire, polluant, hein, donc les fluides, l'essence, l'huile, etc. Depuis le 1er juillet, il faut enlever tout ce qui est pare-brise et vitres, donc depuis hier. Et ensuite, donc, ça va être récupéré sur un centre de broyage, comme on a à Strasbourg, et là, ça va être broyé. Donc sur une installation de broyage et de tri, et ensuite vous avez un tri automatique après broyage qui va séparer tout ce qui est métallique qui va être revendu aux aciéries, qui représente 60 à 70% du poids de la voiture. Ensuite vous avez ce qui est métaux, donc ça va représenter 3 à 4%. Donc c'est l'alu, c'est essentiellement l'alu, il y a un peu de cuivre, des bobines, des choses comme ça. Et après, il y a ce qu'on appelle les stériles. Donc c'est tout ce qui est plastique, les sièges, les mousses, etc. Donc ça va représenter 25% du poids de la voiture. Et c'est ces 25% qu'il faut traiter après pour extraire le plus possible, pour revaloriser. Donc dedans, il y a un mélange de beaucoup de choses. Et donc le groupe métallifère fait partie du groupe GDE, groupe Ecor. Donc on a des sites de traitement de ces mousses, on appelle ça des mousses, où on va séparer, on va essayer de reséparer ce qui est valorisable ou pas. Voilà. D'accord, alors ce qui je comprends bien, parce que pour moi il y avait une étape en plus qui était celle justement de la casse, c'est-à-dire où on récupère des éléments pour ensuite les réutiliser. Ça se passe donc avant la dépollution? Ça se passe en même temps. En fait, ils doivent dépolluer dans le même temps. S'ils veulent récupérer des pièces pour les revendre, ils vont le faire à ce moment-là. D'accord. Alors ce réemploi, est-ce que c'est quelque chose en évolution? On a le sentiment que c'est de plus en plus pratiqué et que les casses, d'une certaine manière, se professionnalisent, s'organisent. Est-ce que c'est quelque chose que vous détectez dans vos scopes? Alors, nous, on le détecte et on l'encourage, puisque, en fait, on observe une tendance générale, pas seulement au niveau des véhicules, mais c'est une tendance générale à vouloir faire du réemploi. On observe que même tous les magasins de vente de produits de seconde main, tous les sites internet type Le Bon Coin ou autres eBay se développent très très vite. Et pourquoi ça ne se ferait pas au niveau des véhicules?
récemment, ces dernières années, est passée une règle que peu de personnes connaissent, qui dit que tout garagiste peut faire un devis de réparation de véhicule en utilisant de la pièce de réemploi. Et ça, c'est quelque chose qui a été négocié en parallèle avec les garagistes eux-mêmes, les constructeurs, bien entendu, pas automobiles, mais tous les fabricants de ces pièces-là, mais également avec les assureurs qui, eux, jusque-là, refusaient d'assurer un véhicule qui aurait été réparé avec des pièces de réemploi, puisque ce n'était plus garanti. Mais le client final, on peut demander ici dans la salle, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on répare votre voiture avec une pièce de réemploi? Je ne suis pas certain que tout le monde soit d'accord. Alors... Oui. C'est pas le même prix, hein. Ça dépend. En gros, on nous répond, ça dépend des pièces. La problématique, elle est là. Voilà, alors ça dépend de deux choses. Ça dépend du type de pièce, bien entendu. Hein. On a tous été récupérer une aile parce qu'on avait froissé une aile pendant un accrochage chez un casseur, tout simplement. Hein. Mais après, la problématique intervient sur des pièces qui sont plus fondamentales au fonctionnement du véhicule. Et pour ces pièces-là, il faut se poser la question à deux fois. Alors, souvent, ce qui est mis en cause, c'est le sérieux des casseurs. Est-ce qu'on va me revendre une pièce qui est effectivement fonctionnelle? Ou est-ce qu'on va me donner un vieux, pour parler crûment, un vieux tremblant que je ne pourrai pas utiliser ou qui va mettre ma voiture en panne? Alors, de ce point de vue-là, il y a deux solutions. Il y a ce qu'on connaît moins, c'est les pièces refabriquées. Il y a des fournisseurs qui ne se contentent pas de fabriquer de la pièce neuve et de la vendre, mais ils récupèrent également leurs propres pièces qui ont pu être démontées au niveau des garages, qui les ramènent à leurs usines et qui les refabriquent, c'est-à-dire qu'ils ils vont remplacer les éléments qui sont à remplacer pour en ressortir une pièce qu'on qualifie de pièce de réemploi, mais qui en fait a exactement la même fonctionnalité qu'une pièce neuve, mais qui est vendue bien moins cher, bien entendu, puisque le matériau n'a pas eu à être traité complètement sur toute la filière de fabrication. Donc on en ressort avec un coût bien moindre. Il faut savoir que récemment, je pense que tout le monde en a entendu un peu parler, le coût de la maintenance automobile a augmenté encore de 3% la dernière année. Donc les gens se préoccupent de plus en plus de cette problématique-là. On voit que le côté économique est évidemment important. Alors on peut se poser justement la question de, dans tout ce qu'on récupère dans une voiture en fin de vie, dans un VHU, quels sont les produits, les matériaux stars, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qu'on va valoriser le plus facilement, qui vont être le plus intéressants. Monsieur Delanne, peut-être? Alors, en premier lieu, c'est les batteries. Donc les batteries, elles sont recyclées pratiquement à 100%. Il y a beaucoup de plomb dedans. Le plomb est cher. Donc les batteries sont récupérées en totalité. Ensuite, ça suivra le même process que les voitures. Elles seront broyées, on récupère l'acide, on traite l'acide, on traite le plomb, on traite le plastique. Donc le GDE, Groupe Ecor, le fait également, et une installation à Rocancourt pour le faire. Donc ensuite, vous avez les pots catalytiques, donc, puisqu'il y a des métaux rares dedans, donc ça va être récupéré. Il y a une filière qui existe aussi. Vous avez ensuite, nous, ce qu'on a commencé de faire, donc tout ce qui peut être retiré de la voiture en amont, avant broyage, et qui peut être valorisé, ça sera d'autant plus facilement valorisable. Donc on enlève, nous, les réservoirs, donc on les arrache avec une pelle. Donc ça, c'est valorisé, c'est rebroyé séparément et c'est revendu dans la filière plastique. Pareil pour les pare-chocs. Et on a une filière, donc les constructeurs cotisent pour payer la filière du pneu. Donc les pneus sont également enlevés et retraités par une filière. Voilà, c'est une vraie question. C'est un peu le pneu, c'est un peu l'emblème du truc sale qui reste une fois que la voiture est foutue. Et on sait en faire quelque chose aujourd'hui de ces pneus d'utile, à part les brûler? En fait, la problématique, c'est que vous avez un treillis à l'intérieur du pneu, une structure métallique, et vous avez du caoutchouc dessus, enfin en cœur. Et donc le problème, c'est de séparer les deux, puisqu'ils ne vont pas au même endroit. Et vous n'arrivez pas, en fait. Il faut broyer très très finement pour réussir à les extraire
Et donc ça coûte cher. Bon, ça illustre globalement le problème principal qu'on va retrouver. Alors si on prend à l'opposé de nos produits stars, nos matériaux les pires, les plus compliqués à récupérer et à valoriser, justement ce sont des mélanges, des hybrides. Monsieur Rignon-Glaçon, c'est là-dessus que vous travaillez. Donc pas forcément exactement, mais effectivement la problématique de séparation est importante. Pour compléter l'information concernant les pneus, il y a des entreprises qui arrivent à séparer quand même le caoutchouc du métal. Et ce caoutchouc, il n'est pas forcément incinéré. Derrière, il est réemployé. On remet un petit peu de caoutchouc vierge dedans pour faire des roues, des roulettes de caddie, d'appareils de type Karcher et autres. Donc il existe quand même, même pour les pneus, des voies de valorisation intéressantes. Moi j'avais une question pour Monsieur Delanne, c'est quels sont vos concurrents et donc là vous nous parlez d'une filière où on réemploie le métal en Europe. J'ai aussi entendu parler d'un flux qui partirait vers la Chine dans des containers vides, enfin qui sinon repartirait vide. Est-ce que vous confirmez? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Peut-être pas si loin. Alors que ce soit les métaux ou la ferraille, c'est un marché mondial. Donc en fonction des prix et des volumes, ça va partir en Chine, ça va rester en Europe, aux États-Unis. Donc c'est la parité des monnaies, c'est les cours, c'est les besoins des uns et des autres. Donc ça change, j'ai envie de dire, tout le temps. Les prix des métaux, c'est à la journée, et les prix de ferraille, c'est tous les 15 jours, tous les mois. Donc ce qui est vrai un mois ou il y a 2 mois n'est plus vrai aujourd'hui. Alors ça pose quand même un problème, puisque on peut considérer tous ces véhicules usagés sur le sol européen comme une mine à ciel ouvert, une mine de matériaux à ciel ouvert. Et le fait qu'avec les fluctuations des cours des monnaies, des coûts de transport, etc., les Chinois peuvent à certains moments racheter la tonne de VHU à 170 €, alors qu'on l'exploite sur le sol européen à 130 €, et bien naturellement, ce gisement s'évade du sol européen vers la Chine, et le transport ne coûte rien dans ce sens-là, puisque les containers arrivent pleins de Chine, et sinon repartiraient vides. Donc ça pose un vrai problème, et là, s'il n'y a pas de solution par la parité des monnaies, ou si c'est trop tendu, enfin, je pense qu'il est quand même un peu... en particulier pour les métaux qui sont faciles à réutiliser par rapport à d'autres matériaux. Il est dommage de laisser partir ce gisement, et c'est là que le législateur a aussi son rôle à jouer, puisque on peut aussi peut-être mettre un frein à cette fuite de matériaux par des solutions. Et cette fuite serait pour vous un frein justement à l'accession à l'objectif réglementaire de 2015 ? Pas forcément vis-à-vis de l'objectif réglementaire, mais puisque je suppose que quand du VHU repart vers la Chine, on peut considérer qu'il va être recyclé là-bas, donc on est sûrement dans les... Enfin, après, je ne sais pas comment c'est vraiment pris en considération. Mais... Oui, on va encore se poser la question du mot recyclé. Oui, mais enfin, on peut penser que les métaux, ils sont refondus quand même. Je ne suis pas sûr, à ma connaissance, il n'y a pas des véhicules usagés qui partent en Chine. Hein. C'est transformé ici, et après, la ferraille ou les métaux vont être... Alors, si je peux me permettre... Ah, mais allez-y, j'ai l'impression qu'il y a une enquête intéressante à faire derrière. L'enquête est toute faite. Il y a effectivement une fuite de VHU vers l'étranger qui est peu contrôlée du fait de la législation. Il faut savoir qu'un VHU, donc un véhicule hors d'usage, aujourd'hui est considéré comme un déchet. La circulation des déchets est peu réglementée. Est réglementée tant que le déchet est dangereux. Donc, au moment où la voiture n'est pas dépolluée. Dès que la voiture est dépolluée, le déchet n'est plus dangereux et il peut circuler relativement librement. Par contre, ces véhicules, et ça c'est ce que les Chinois ont très bien compris, c'est que par exemple en Europe, on a très peu de gisements de matériaux bruts, de matières premières. Et par ce fait, on est très dépendant économiquement des pays qui, eux, ont ces gisements. Si on ne commence pas un jour à considérer que nos déchets, entre guillemets, et je le dis bien entre guillemets, représentent un gisement de matières premières très important qui est sous notre nez et que pour le moment nous enfouissons dans des décharges, nous nous retrouverons à un moment ou à un autre de plus en plus
dépendants économiquement des pays étrangers et des pays hors Europe. C'est une notion très très importante. Et les Chinois, eux, anticipent très très bien cette problématique-là. Ils ont une économie en pleine expansion, ils avancent très très vite, et ils se rendent bien compte que leurs sources de matières premières locales ne suffiront pas à la production très rapidement. Donc ils essayent de récupérer des matériaux à recycler des pays développés, plus développés qu'eux, pour créer ce gisement chez eux. Et les véhicules qui fuient vers la Chine, ils existent bien. Ils sont écrasés pour qu'ils tiennent le moins de volume possible, empilés et fourrés dans des containers. Bon, alors c'est effectivement... on est au cœur du sujet. Au cœur du sujet, donc cette concurrence, en plus avec les fluctuations qu'il peut y avoir, liées à des paramètres totalement autres, comme la fluctuation des monnaies, peut faire que une filière sur notre territoire peut être rentable en juin et non rentable en juillet. Donc ça fait peser une incertitude sur les industriels qui voudraient investir encore plus loin que votre société dans des outils un peu plus lourds pour être plus efficace. Ça fait peser une incertitude qui freine aussi l'essor de filières rentables, viables en Europe. Donc on comprend bien le warning que vous émettez. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le côté technologique. Alors, on a vu tout à l'heure quels étaient nos produits stars. Et quels sont justement les matériaux les plus difficiles à récupérer et comment on les traite si on commence à y arriver. Donc, pour la panoplie complète des matériaux, je pense que mon voisin de droite aura une vision plus complète. Je peux vous parler des matières plastiques, donc, qui sont plus difficiles à recycler que les métaux. Mais plus facile que certains produits pas très propres, je suppose, comme certaines huiles ou autres. Donc dans les plastiques, vous avez différentes solutions et différents niveaux de complexité. Donc il y a des plastiques qui peuvent être plus ou moins purs, suivant si vous arrivez à extraire par exemple tous les pare-chocs d'un même type de modèle, vous allez avoir un matériau à peu près homogène. En revanche, si vous avez des véhicules très mélangés avec différentes époques, les pare-chocs des années 80 ne contiennent pas les mêmes additifs que ceux des années 90. Quand vous mélangez tout ça, ça fait quelque chose qui est quand même plus difficile à réemployer. Donc il y a une vraie problématique liée au mélange. Et là, donc, il y a deux écoles. Il y a les gens qui disent qu'il faut faut mieux déchiqueter tout ça et trier ensuite. Et puis, il y a l'école qui dit qu'il faut mieux démonter proprement, désassembler, trier les composants et les broyer ensuite. Alors, je ne sais pas, monsieur Delanne, si votre... Il est responsable du broyeur. Donc, je la voix, donc je broie d'abord, je trie ensuite. Non, c'est un mix des deux. Donc l'idéal, bien sûr, sur le papier, c'est de tout séparer. Si on pouvait désosser une voiture complètement et faire des tas de chaque type de pièce, on pourrait recycler pratiquement 100%. Après, il y a une contrainte économique. Donc dans le démontage, si vous passez 1 heure à démonter une pièce qui pèse 100 kg, la pièce, il faudra la vendre 1 000 €. Donc ça n'a pas de sens. Donc toutes les pièces qu'on peut démonter très simplement, rapidement, on va le faire. Donc je vous ai parlé des pare-chocs, des réservoirs, la batterie, le pot d'échappement. Donc ça va être fait. Après, les parties qui sont plus difficiles à démonter, ben là... Serait-ce que les vitres que vous devez démonter depuis voilà, donc les vitres, hier. On va démonter des vitres et les pare-brises. Ça va prendre 20 minutes, une demi-heure pour 20 kg de verre. Au niveau économique, c'est un non-sens. Donc le prix des voitures devra à nouveau baisser. Donc on va arriver à un moment donné où on ne pourra plus acheter les voitures. Il faudra qu'on nous les donne ou qu'on nous donne de l'argent. Parce que contrairement à l'Allemagne, puisqu'on est frontalier, hein, les Allemands continuent à payer en liquide. Donc vous imaginez la distorsion qu'il peut y avoir entre des gens qui vous ramènent des voitures et on paye par chèque et il y a une déclaration, forcément, le fisc peut tout de suite le voir. Et ils n'ont pas, comme vous disiez, ils sont peut-être premiers au niveau du taux de recyclage, mais ils n'ont pas les mêmes contraintes. Les pare-brises, ils n'ont pas à les enlever. Les roues, ils ne les enlèvent pas.
puisqu'on travaille avec eux aussi, on achète des voitures qui sont dépolluées en Allemagne, donc je vois bien la différence de traitement qu'il y a entre des deux côtés de la frontière. Donc pour tout ce qui est, pour revenir au recyclage, tout ce qui est difficile à démonter, bah, ça va être broyé. Et c'est après il faut créer des installations pour trier tout ça. Donc ces installations sont des grosses installations qui coûtent... c'est des gros investissements. Assez chers, assez capitalistiques. Et de plus, les technologies de tri progressent à toute vitesse, mais sont encore insuffisantes pour parfaitement trier tous les matériaux. À vous entendre, on comprend vraiment qu'il y a un problème de rentabilité dans tout ça. C'est clair. Oui. Que c'est pas tellement une question de technologie, mais plus une question d'investissement, de retour sur investissement. D'une manière générale, sur les déchets, à moins d'avoir un déchet qui vaut très cher, où le matériau, dans sa seconde vie, vaut à nouveau très cher, mais on est quand même sur quelque chose qui a une faible valeur au départ et qu'on va essayer de revaloriser du mieux possible. Mais si je reviens au plastique, ils ont vieilli, ils sont abîmés, plus on en a mélangé de différentes couleurs avec différents additifs. Donc on va faire un matériau de seconde génération qui va quand même être de qualité moindre que le premier. Donc on part d'un produit pas cher pour faire un produit qui, à nouveau, doit être pas cher. Donc c'est vrai que l'équation économique globalement du recyclage, elle est tendue. Alors les problèmes que vous rencontrez, est-ce qu'on ne peut pas les remonter plus haut dans la filière, vous qui travaillez sur les véhicules du futur? Est-ce qu'on intègre ces problématiques dans la conception? Est-ce que les véhicules qui sortent aujourd'hui sont déjà bien conçus pour être mieux démontés en séparant tout facilement? Alors, je partirais déjà du fait que le recyclage, c'est une industrie qui a la chance d'avoir une vision à long terme. C'est-à-dire que les recycleurs aujourd'hui travaillent sur des véhicules qui ont déjà vécu 15 ans environ, entre 10 et 15 ans généralement. Donc ils ont une visibilité de quels sont les matériaux qui vont leur arriver. Le problème par contre, c'est qu'ils se retrouvent face à une source qui est mélangée. On peut très bien avoir des véhicules qui ont très bien vécu pendant 13-14 ans, confrontés dans la même filière de déconstruction à un véhicule accidenté qui a 2 ans. Donc il faut prendre en compte effectivement tous les types de véhicules de façon historique, à savoir qu'aujourd'hui, la conception est totalement différente, puisque ne serait-ce qu'au niveau sécurité, qui est une des grosses problématiques, c'est une des premières réglementations qui est imposée aux constructeurs, il y a eu beaucoup de progrès de fait. Les matériaux, du fait de cette réglementation sécurité, ne sont plus les mêmes. La deuxième réglementation qui rentre en compte, c'est celle où on demande de plus en plus aux constructeurs de concevoir des véhicules qui consomment moins. Pour qu'un véhicule consomme moins, la première réaction, ça a été de créer des véhicules plus légers. Un véhicule plus léger, ça veut dire plus d'alliage d'aluminium contre moins de métaux ferreux, à savoir que les métaux ferreux sont ceux qui sont récupérés le plus facilement. Ou carrément de la fibre de carbone, si on a les Ou moyens. Carrément de la fibre de carbone, si on a les moyens, ce qui est très difficilement recyclable. Les processus de recyclage sont beaucoup plus complexes, donc beaucoup plus coûteux. Mais quand on reste sur la conception, aujourd'hui, on en est arrivé, et je suis régulièrement en relation avec PSA et Peugeot Citroën, donc avec PSA, Peugeot Citroën et Renault, pardon, qui, eux, ont intégré l'éco-conception directement à la conception du véhicule. Donc l'éco-conception, c'est à la fois la conception pour un véhicule qui consomme moins, mais également pour un véhicule qui sera plus facilement recyclable, mais aussi qui utilise des matériaux recyclés. À savoir que la dernière 208 qui est sortie, elle contient environ 25% de matière recyclée. Et ça, c'est... On peut pas aller contre, les constructeurs en sont bien conscients. Aujourd'hui, ce sont les constructeurs qui payent les pots cassés quand on n'atteint pas les objectifs de la directive européenne. D'accord. Il faut le savoir. Pour conclure, est-ce que chacun d'entre vous pourrait nous donner votre état d'esprit? Est-ce que vous êtes optimiste sur cette réglementation en 2015? Est-ce qu'on va réussir à s'y conformer? Est-ce que ça va être difficile? Et si c'est difficile, si ça s'annonce difficile, quels pourraient être les coups de pouce qui vous aideraient? Monsieur Delanne.
Bah là, si je prends l'exemple concret donc tout ce qui est vitres et pare-brise qu'on doit enlever aujourd'hui, il n'y a pas réellement de solution pour le démonter. L'industriel doit se débrouiller tout seul, hein. Et bon, il va y avoir des coûts. Bah, ça aurait été bien qu'en amont, on nous intègre sur cette démarche et puis qu'on trouve des solutions et puis qu'on prenne en compte les coûts. Qui va payer ça, quoi, hein? Parce qu'on peut déséquilibrer une filière en faisant ça. Et là, c'est pas de l'autre côté de la frontière, on n'applique pas la même chose. Donc, au niveau européen, il faudrait vraiment que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Ça, c'est fondamental, hein, qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale. Et puis, à côté de ça, quand il y a une nouvelle réglementation, il faudrait qu'on soit associé beaucoup plus en amont, hein, et pas s'imposer, et puis voilà. Donc, équité, concertation et un petit coup de pouce financier, voilà. si je le résume. Très bien. Ça. Monsieur Rougnon-Glasson. Moi, je suis globalement quand même plutôt optimiste dans la mesure où je pense qu'il y a une prise de conscience qu'on ne va pas pouvoir continuer d'enfouir autant de déchets et ni de les incinérer, qui est quand même qu'une valorisation minimale. En aval des problématiques de démantèlement véhicule, il y a la problématique donc de tri des déchets sur des grosses lignes automatisées avec des technologies très pointues en termes de mesures physiques pour arriver à trier proprement les déchets, avoir ensuite des qualités bien définies, bien identifiées, qui vont permettre ensuite de faire une réutilisation noble du déchet. Et je pense qu'une des réponses, elle est aussi là pour l'équation économique. Plus la réutilisation est noble, plus on peut vendre le déchet en sortie cher, et ça améliore l'équation économique. Donc il y a un double travail à faire sur les technos de tri et aussi imaginer des solutions plus nobles de réutilisation des déchets. Et là, il y a des pistes explorées actuellement pour améliorer cette équation-là. Et j'ajouterais quand même en toile de fond, il faut quand même éviter cette fuite intercontinentale de matériaux. Très bien. Madame Pansard. Personnellement, moi, je suis assez confiante dans l'avenir. Je pense simplement qu'il faudra bien équilibrer l'équation, comme on disait plus tôt, pour trouver la limite économique entre le démontage des véhicules qui permettent d'extraire des pièces de réemploi, des matériaux purs à moindre effort, puisque ces lignes de tri automatisées sont assez complexes quand même à mettre en place. Et surtout trouver où s'arrêter. À quel moment on arrête de faire des opérations qui sont coûteuses, puisque un employé en France coûte très cher, pour pouvoir atteindre des niveaux de valorisation et de réemploi et de recyclage qui seront... Il faut que la filière puisse créer son économie elle-même. Je pense que éviter le subventionnement. Le message est très clair, c'est vraiment une histoire d'économie, d'entreprise, et pas spécialement une histoire de technologie, même si on a bien compris, il faudra quelques efforts de R&D, peut-être même de marketing pour revaloriser les produits et les produits recyclés. Merci à tous les trois. Merci de vos éclairages. Merci également à vous. Nous allons laisser les internautes de Cleantech République et continuer pour une séance de questions.